Bonjour, c'est Lisa Azuelos. Vous me connaissez peut-être pour mes films comme LOL, comme Tu es belle, Dalida. Entre mes films, j'ai décidé de faire un podcast pour vous présenter des gens que j'aime, ou des gens connus, ou les deux. Ou alors simplement partager ce que j'ai dans ma tête, et je vous jure, ça vaut le détour. Donc Lisa, est-ce que tu avais envie de nous parler un peu des expériences de retraite, qui ne sont pas donc la retraite au sens où la grève sur les retraites peut l'entendre. C'est vraiment des retraites spirituelles, connaissance de soi-même, etc. Est-ce que tu peux nous raconter 3 retraites qui auraient changé ta vie ? Écoute, avec plaisir, Lisa. C'est des retraites où je me suis beaucoup auto-interviewée, puisque j'avais que ça à foutre là-bas. Et du coup, je crois que la grande claque de retraite que j'ai prise dans ma vie, c'est Vipassana. Comme la plupart des choses qui ont vraiment changé ma vie, je l'ai fait inconsciemment. Parce qu'une copine m'a dit « Tu vas adorer, tu verras, c'est incroyable ». Bon, moi, je pensais que j'allais adorer, que je verrais et que ce serait incroyable. J'ai eu la chance de pouvoir m'inscrire, ce qui est très difficile parce que c'est un endroit qui est gratuit. Mais en fait, c'est 10 jours de silence avec de la méditation pendant 8 heures par jour où on n'a pas le droit de parler, pas le droit d'écrire, pas le droit d'écouter de la musique, pas le droit de regarder les autres dans les yeux, pas le droit de communiquer, pas le droit de rien. Silence total. Plus que radio, quoi. C'est silence de tout. Et moi, j'y suis allée en me disant ça va me faire beaucoup de bien. De toute façon, moi, je suis tout le temps dans le silence, tout va bien, etc. Et en fait, dès le premier jour, c'était prison break dans ma tête. Je me disais, bon, alors, parce que tu donnes ton téléphone quand tu arrives. Enfin, j'avais fait le choix de donner mon téléphone quand j'arrive pour être sûre de ne pas être tentée. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout de suite élaboré des plans pour m'échapper. Mais vraiment, c'était prison break. Je me disais, bon, alors, je sais où est mon téléphone. Je vais casser la porte. Je vais aller chercher mon téléphone. J'appellerai un taxi. Je l'attendrai. Il viendra me chercher, mais bon, je suis quand même au trou du cul du monde et je n'ai pas l'adresse. Enfin, c'était que des plans pour sortir de ce pourquoi je m'étais fixée, quoi. Et j'ai remarqué que je fais souvent ça dans ma vie. C'est-à-dire élaborer des plans pour échapper à ce à quoi je ne peux pas échapper. Et je pense que la première source du malheur, c'est ça, en fait. C'est de ne pas vouloir qu'il t'arrive ce qui est en train de t'arriver. Parce que bon, quand tu veux qu'il t'arrive ce qui est en train de t'arriver, t'es dans la joie, t'es content, t'es peinard, ça se passe comme prévu, on dit, donc tout va bien. Mais dès que ça se passe pas comme prévu, c'est là où le malheur arrive, c'est là où il y a le stress, la tension nerveuse, où on perd la boule, quoi, grosso modo. Et moi, ça m'a duré 7 jours. 6 jours pleins où j'ai pleuré matin, midi et soir. Heureusement, j'avais le droit d'aller parler à une espèce de thérapeute. Et je lui ai dit, écoutez, cet endroit n'est pas pour moi, clairement, il faut que je m'en aille, je ne suis pas heureuse. Et elle me disait, mais essaye un jour de plus et dis-moi pourquoi tu n'es pas heureuse. Et à chaque fois, elle me disait, et je me disais, bah oui, elle a raison. Et en fait, j'ai été confrontée avec le vide auquel aucun être humain ne veut être confronté. Il y a Louis C.K. qui dit, en gros, on est devenu accro au téléphone parce qu'on ne veut pas ressentir à quel point on est vide, on peut être souvent de la merde et qu'on n'a rien à faire et qu'en fait, il n'y a pas de but sur la Terre et que c'est ce vide intersidéral nous fait accepter d'avoir un tracker dans la poche qui sans arrêt nous envoie des notifications, nous force à acheter des choses. Enfin bon, bref, le téléphone est devenu notre prison portable. Mais c'est tout ça, c'est pour pas sentir à quel point on est seul et à quel point c'est insupportable. En fait, quand tu arrives à le supporter pendant 10 jours, il y a un truc qui change. Et la première chose que j'ai dit quand je suis sortie de Vipassana, c'est « ma vie m'a manqué ». Alors que jusque-là, j'étais tout le temps en train d'un peu refuser des aspects de ma vie. J'étais tout le temps en train de me dire « ce serait tellement mieux si… Oh, j'ai hâte que ça arrive. Oh, j'aimerais que machin m'appelle. Oh, j'aimerais faire tel film. Oh, j'aimerais avoir tel pouvoir.
Oh, j'aimerais avoir un César. Oh, j'aimerais... Je sais pas, que des conneries comme ça. Et tout à coup, la chose qui était le plus importante, c'est j'ai récupéré ma vie. J'ai récupéré le fait de pouvoir faire ce que je veux au moment où je veux. Et en fait, ce que je veux au moment où je veux, bah déjà ça, c'est énorme, quoi. Et il n'y a même pas besoin de le faire, presque. Et quand j'ai pu dire cette phrase à haute voix, mais en fait, cette phrase est sortie de ma bouche. Euh, C'était vraiment... Je remercie d'avoir récupéré ma vie. Juste ça, quoi. C'était comme si j'étais renée une deuxième fois. Et je pense qu'avant, je souffrais un peu de dépression, où j'étais tout le temps triste. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ma vie? Mais en fait, j'ai pas de but. Enfin, toutes ces questions. Puis je vois beaucoup de jeunes qui sont là-dedans. Puis quand j'étais jeune, j'étais hyper mélancolique. Enfin bon, c'est une espèce de mini-dépression de gens qui finalement ont du confort de vie. C'est-à-dire, faut pas aller au puits pour chercher de l'eau. On n'est pas obligé d'aller tuer un animal ou d'aller labourer un champ pour pouvoir manger. En fait, le confort moderne a enlevé les facultés d'être humain à être humain. Et du coup, il nous reste que du temps pour penser qu'en fait, on va mourir. Grosso modo, bon, je la simplifie un peu, mais c'est un peu ça l'histoire. Et l'histoire, c'est comment je peux éviter de penser au fait que je vais être mortelle, que la trace que je vais laisser au monde, finalement, elle va être même énorme, ce sera pas grand-chose. Je veux dire, aujourd'hui, même Victor Hugo, il n'y a pas tant de gens que ça qui pensent à lui tous les jours. Donc, j'imagine, moi, ça va pas être, tu vois, dingue. Les influenceurs qui influencent autant, je sais pas si dans 10 ans, tu vois, on saura qui c'est, alors qu'aujourd'hui, ils sont invités partout, que c'est la folie et tout ça. Donc on sait très bien, au fond, que quelle que soit l'énorme trace qu'on pense laisser, c'est de la merde, quoi. On sait très bien qu'on va mourir, que ça va... Donc il y a cette espèce de désespoir un peu latent du fait d'être humain et mortel, auquel on veut jamais vraiment faire face, et que notre téléphone, dans notre poche, nous fait croire que finalement on est important parce qu'on est liké, on a des amis, on peut joindre qui on veut à l'heure où on veut, on n'est jamais tout seul. Moi, je fais l'étude maintenant d'aller dans le métro et je me force dans le métro à ne jamais prendre mon téléphone. Je regarde les gens. Et si j'arrive à croiser un regard en un quart d'heure, c'est énorme. Mais c'est déjà ça. Et je trouve on devrait faire un challenge métro où on ne regarde pas son téléphone, on regarde les gens. Parce que parfois, moi, je me dis des trucs aussi cons que, tu vois, ces gens-là, je ne sais pas qui c'est, je les ai croisés dans ma vie, ils font partie des 0,01% de la population que j'ai croisée dans ma vie pendant qu'on était tous vivants ensemble. Et il y a tous les autres gens que je vais jamais croiser. Et eux, je les croise. Et c'est déjà un miracle. Et je les regarde et je me dis, en fait, quelque part, ils font partie du plan de ma vie. Et tu vois, si j'étais dans un film de Christopher Nolan, tous ces gens-là, c'était mon destin qu'ils soient là en même temps que moi, à ce moment-là, dans le métro. Voilà comment je peux réfléchir. Et quand tu te rends compte de ce miracle-là, tu vis ton moment dans le métro différemment que putain, gna gna, puis tu essayes de trouver une bonne musique, un bon film, un bon truc, de faire comme si tu étais occupé à autre chose qu'à être toi-même, quoi. Et ça, vraiment, Vipassana, je le conseille à tout le monde. C'est ultra dur. J'ai pleuré 6 jours d'affilée. Le 7e jour, ça c'est un peu... Bon, le 7, c'est souvent un chiffre, un Dieu a créé le monde en 7 jours. Donc moi, je me suis auto-recréée en 7 jours aussi. Et après, les 2 autres jours n'étaient pas tellement plus faciles. Mais je savais que j'allais vers la sortie quand même, donc c'était pas mal. La force que ça m'a donnée après, je n'ai plus jamais peur de me faire chier. Je n'ai plus jamais peur de l'ennui. Je n'ai plus jamais peur que personne me parle. Je n'ai plus jamais peur de ne pas être intéressante. J'ai plus jamais peur du silence et du vide, quoi. Et ça, je pense que c'est la plus grande force qu'un être humain puisse avoir. Et j'inciterais vraiment, moi je pense que à l'école, on devrait obliger tous les élèves à faire une journée de Vipassana, au moins une journée. Voilà. Déjà ça, on apprendrait énormément sur soi-même. Ça, c'était la première retraite qui était incroyable. La deuxième, je vais parler de mes expériences champignons. Donc, j'ai découvert par hasard, parce que j'avais un prof de yoga et de méditation que j'adorais, et je vois qu'il fait une retraite, et je m'inscris à la retraite. Et puis après, je regarde un peu le programme, parce que je faisais confiance à ce prof, donc je n'avais pas vraiment regardé le programme. C'était à Palm Springs, en Amérique, et je me suis dit, ça va être cool. Et je vois Career and Mushroom Retreat.
Alors déjà, queer, j'ai aucune idée de ce que ça veut réellement dire, parce que j'ai l'impression que ça veut dire gay, mais je me suis dit, si c'était gay, ils auraient mis gay, si c'est queer, c'est différent. Qu'est-ce qu'un queer? Suis-je queer? Tout à coup, je me dis, je le suis peut-être pas, peut-être ils vont me jeter. Enfin bref, tout à coup se posent plein de questions par rapport à ça pour moi, et c'était super intéressant, parce qu'on fait un zoom avant de préparation, et puis moi, je leur parle, et puis je leur dis un peu honteux, je dis, I want to tell you that maybe I am not queer. I don't know what it means really because I am French, but maybe. Et ils ont trouvé ça tellement mignon. Ils ont dit, mais of course you're queer. It shows. Queer, c'est juste, voilà, en fait, t'es dans une expérience de la vie qui n'est pas forcément ce qu'on appelle hétéronormée, ce qui est vrai, qui est un peu mon cas. Et du coup, j'ai senti que c'était une communauté avec laquelle je percutais vraiment parce que j'ai fait une retraite où tout le monde était habillé en pyjama licorne, on écoutait du disco. Enfin bon, j'ai dit that's my people, quoi. Clairement, moi, c'est that's my people, quoi, aussi. Même si je peux tout à fait me retrouver dans un Shabbat séfarade ou dans un truc de communauté de femmes godesses ou je sais pas quoi, mais bon, bref. Et mushroom, j'avais pas percuté que j'allais prendre des mushrooms psychédéliques, quoi. Et donc, je me retrouve avec un sound, on était une vingtaine, à prendre une forte dose de champignons. Et moi, je me suis dit, je pense que je vais devenir folle. Je vais donc devenir folle. Ça, c'est ce soir. Et j'avais ultra peur, mais une peur bleue, quoi, une peur rose psychédélique, quoi, un truc. Et je prends, et effectivement, je me suis dit, je vais voir des serpents. Moi, j'ai la phobie des serpents. Je vais voir des serpents qui vont m'attaquer. Ça va être immonde. Bref. Et effectivement, j'ai vu des serpents, mais ils m'ont dit, à tout moment, tu peux revenir à la respiration. Et à tout moment, en fait, tu peux revenir à toi-même. Donc, j'étais allongée confortablement avec une couverture, des oreillers, un masque sur les yeux, une super musique. Et j'ai laissé vagabonder mon esprit dans une espèce de conscience un peu alternée, altérée, je ne sais pas comment on dit. Une deuxième, troisième conscience. Et là, j'ai vu d'abord tout ce qui me faisait peur. Je suis revenue à ma respiration et tout à coup, j'ai vu que j'avais pas peur. En fait, que probablement les serpents faisaient partie de mon univers, même si j'en ai encore très, 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 très peur. Mais c'est comme si j'apprenais un peu à les apprivoiser, à apprivoiser cette peur. Et puis après, c'est comme si on projetait dans un écran noir de mon imaginaire la vision de qui j'étais et que je comprenais qui j'étais autrement. Et tout à coup, j'arrive devant cette petite fille qui est moi et je ressens cette petite fille. C'est pas, je suis pas spectateur et je m'en fous, c'est je suis cette petite fille. Je suis plus moi qui dors avec un masque sur les yeux, je suis la petite fille. Et la petite fille, je la vois et elle a très très faim parce que j'ai été dans des pensions quand j'étais petite où j'avais très faim. Et moi, j'ai des gros problèmes de poids. Et je me rends compte à quel point j'ai eu faim petite. Mais je ressens ma faim, je ressens ma détresse, je ressens ma terreur d'être si petite et si perdue. Je ressens cette faim et tout à coup, la grande Lisa voit cette petite Lisa qui a faim et puis est capable de la prendre dans les bras et de lui dire « Écoute, t'inquiète pas, je suis là, oh ma pauvre petite, comme t'as eu faim, mais comme je te comprends, comme... T'inquiète pas, tu t'auras plus faim après, t'inquiète pas, je suis là. » Et forcément, c'est comme une petite fille, c'est à la fois moi, mais c'est à la fois une autre. Et je la console et je lui fais du bien, et il y a comme une connexion qui se fait, etc. Bon, ça, c'était une phase. Il y a eu plein d'autres phases où j'ai senti à quel point la vie était plus riche que ce que je pouvais croire, à quel point il y avait d'autres éléments dans la vie. Mais le grand truc que j'ai rapporté à ce moment-là, c'était vraiment qu'à tout moment, en fait, les douleurs intérieures que j'ai, je peux aller, moi, aujourd'hui, les caresser avec bienveillance. Et aussi, ça a cessé quand je mange, parce que je me jugeais beaucoup quand je overeat, je sais même pas comment on dit, overmanger en français. Overmanger en canadien. Et en fait, j'ai cessé de me dénigrer.
J'essayais de me dire: «Ah bah, t'es vraiment une grosse vache, t'as vu tout ce que tu manges?» Ah bah, toutes ces phrases horribles qu'on peut se dire: «Mais ma pauvre, t'as vraiment aucune volonté, mais putain, c'est pas dur de faire un régime, arrête de bouffer, tu vois pas comment tu bouffes». Toutes ces phrases un peu méchantes qu'on peut se dire à soi-même, j'ai cessé de me les dire ce jour-là, vraiment. Et je pense que c'est ça qu'apportent en fait, les thérapies sous champignons. Moi, je prendrais jamais, de champignons à ces doses-là, dans une fête avec du monde, où tu peux pas gérer ce qui va t'arriver et cetera. Parce que d'abord tu te déconnectes trop de là où tu es, après tu peux microdoser. Ça, c'est quelque chose que je trouve super, ça enlève, enfin c'est on n'est même pas c'est moins qu'un verre de vin quoi, en termes de déconnexion à soi-même et de connexion aux autres. Mais ça donne ce petit peps un peu sympa qu'on recherche tous un peu en soirée, bon. Mais ça, je le conseille pas de prendre des hautes doses avec du monde, ou en tout cas, il faut être entouré de gens qui, eux, sont pas défoncés, qui vont s'occuper de vous, parce qu'on a quand même besoin qu'on s'occupe. Mais je trouve que tout à coup, ça va ouvrir des chemins neuronaux qui sont exceptionnels. Et en fait, je n'ai jamais reperdu la confiance que j'ai gagnée ce jour-là. Et j'ai refait après des thérapies. euh, j'ai refait une fois une thérapie sous champignons où j'ai rencontré... j'avais pris une pilule du lendemain un jour et bah, j'étais enceinte et du coup 15 jours après bah, j'ai éjecté le petit embryon comme ça. Et tout à coup, quand j'ai pris ces champignons, j'ai pu discuter avec cet embryon que j'avais même oublié. J'avais oublié que j'avais pris cette pilule du lendemain, etc. Et puis il est revenu, il me dit tiens, rappelle-toi, je suis ce petit bébé, mais là il avait 4 ans presque, et il me regardait comme ça, il me disait je suis le bébé qui avait décidé que tu reprennes ta vie en main. C'est-à-dire que j'ai fait 3 enfants et à chaque fois, c'était pas forcément complètement choisi, en conscience, etc., même si je les ai désirés tous. Mais en fait, ça tombait pas forcément au bon moment, etc. Enfin bon, bref. Mais celui-là, j'étais en train de divorcer. J'avais divorcé, je voulais pas plus avoir d'enfants. Et il fallait que je dise stop, il fallait que ça s'arrête. Et ça, j'ai pris la pilule du lendemain en me disant au cas où, il vaut mieux que, voilà. Effectivement, il y avait un petit bébé et il est venu me voir, il m'a dit, c'est le jour où tu as repris ta vie en main. Et moi, je suis venue te rappeler que tu as cette capacité en toi de reprendre ta vie en main, que parfois, c'est vrai que la vie, il faut lui dire oui tout le temps, mais qu'il y a aussi ce que les Américains appellent le sacred no, le non sacré. C'est-à-dire, c'est, voilà, ok, tu laisses pousser les herbes dans ton jardin, mais ça t'empêche pas de mettre un grillage pour que les renards ne viennent pas manger tes poules ou je sais pas quoi. Tout à coup, tu dis non. Tu dis non, tu vas désherber les mauvaises herbes, tu as envie qu'il n'y ait que des fleurs, tu n'as pas envie que les fleurs se fassent bouffer par les mauvaises herbes ou je sais pas quoi. Tu as un pouvoir aussi qui est celui de dire non. Et moi, je pensais qu'il fallait que avoir le pouvoir de dire oui. Et c'est vrai que c'est un pouvoir extraordinaire de dire oui. J'adore le film de Jim Carrey, Yes Man. Moi, j'étais un peu yes woman, quoi. Allez, on y va, oui, oui, ah bah oui. Et là, c'était le pouvoir de dire non, même sur quelque chose qui est sacré. Pour moi, avoir un enfant, c'est sacré. Bon, quand j'ai pris la pilule le lendemain, je ne savais pas que j'étais enceinte, mais je me suis autorisée ça. Et je me suis autorisée à dire stop à quelque chose, quoi. À dire là, ça passera pas par moi. Et ça a été très important pour moi de reconnecter, parce que toute action qu'on fait, elle a des conséquences. Et quelque part, mon corps savait que j'avais pris la pilule du lendemain. D'ailleurs, je me suis mise à grossir après ça. Je pense que c'est une grossesse qui a donc été un peu avortée au fond de moi, mais je ne l'avais pas conscientisée. Et c'est vrai qu'après, je me suis mise à perdre du poids aussi. Et c'est assez fascinant de voir comment nos cellules se rappellent de choses que nous-mêmes, on a oubliées. Et je trouve que bah, les psychédéliques, ça sert vraiment à ça, quoi. C'est assez intéressant. Voilà. Alors Lisa, est-ce que tu veux nous parler de ta 3e expérience de retraite? Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu vas refaire une retraite bientôt? Alors, ma 3e retraite, j'en ai déjà parlé avec Noémie Rodrigo, avec qui je viens de faire un Zoom que je vous mettrai aussi dans le podcast en petit bonus. Et c'était vraiment sur la sexualité sacrée, c'était un cercle de femmes. Mais c'était pas un endroit où on parle, oui, voilà, moi, mes traumas, nanana. Bon, parce qu'il y a beaucoup de traumas, les femmes ont vécu beaucoup de traumas. Si c'est pas nous, c'est nos mères. Si pas nos mères, c'est nos grands-mères. Tu peux être sûr que au moins toutes les grand-mères de toutes les femmes
ont soit un abus sexuel, soit un mariage forcé, soit quelqu'un qui a voulu abuser d'elles, soit enfin qui ont perdu un enfant à la naissance. Bref, on, on- vraiment, je pense que dans le corps des femmes, c'est aussi un corps de trauma. Mais c'est aussi un corps de plaisir énorme et de joie énorme. Et parfois, j'ai l'impression que le trauma mange le plaisir, la faculté de plaisir qui est possible pour une femme. Récemment, j'ai eu une expérience avec un homme et il m'a dit: «Oh là là, je suis tellement jaloux, vous avez tellement plus de facultés de jouir que nous». Et la vérité, c'est que c'est un peu vrai, quoi. C'est-à-dire qu'on est multi-orgasmique, on peut avoir plein d'orgasmes et surtout, tout en nous peut susciter des orgasmes presque. Et c'est vrai que les hommes, pour accéder à cette finesse de, j'allais dire la finesse du point, comme dans les bronzés, cette finesse de plaisir, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de carapace souvent autour des hommes, parce que eux, ils ont dû partir à la guerre, probablement que dans leurs cellules, les cellules disent fais gaffe mec, protège-toi aussi parce que tu peux prendre des coups de feu ou des coups de poing, je sais pas. C'est vrai que nous, on a une peau beaucoup plus réceptive peut-être au plaisir, au désir, un rien nous effleure, bon, enfin, ça peut être extraordinaire, quoi. Et dans cette retraite, en fait, je me suis rendu compte à quel point je connaissais mal mon corps, à quel point dans une journée, je pouvais ne jamais penser que j'avais un vagin qui était vivant, qui pouvait faire... Quand je m'assois dessus, c'est pas pareil que quand je suis debout. Et pourtant, c'est l'endroit d'où va naître à la fois la vie et le plaisir. Mais il n'y a pas que ça, il y a toutes les parties autour, il y a ma manière, voilà, là, si je fais comme ça et que j'en suis consciente, ça me procure du plaisir. C'est s'autoriser une porte du plaisir et du désir à tout moment dans la vie. Et en fait, cette retraite, qui était sur le plaisir et le féminin sacré, ça m'a réappris les chemins, un peu comme les champignons m'ont réappris les chemins neuronaux dans mon cerveau, du plaisir, de la non-peur, de la conquête de soi, de la vérité, de l'authenticité. Eh ben, ce séminaire avec Noémie m'a réappris, alors parfois avec des objets, pour aller chercher justement au fond de moi, comme une réflexologie vaginale, ça existe, des endroits, des lieux où j'ai senti, où je pensais que j'allais trouver par exemple des hommes qui m'avaient abusé, puisque bon, c'est vrai que j'ai eu affaire aussi à des abus. Et puis non, finalement, j'ai pensé, bizarrement, à un moment, j'ai pensé à mon père. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Parce que je sais que pour le coup, lui, il m'a jamais abusé. Et en fait, je me suis rendu compte que son regard, où il me disait, putain, t'as grossi, ça m'avait renfermée et que ça s'était logé là, dans un endroit de mon plaisir à moi. Et on ne se rend pas compte qu'une phrase de quelqu'un, un regard, une honte, un endroit où on se sent un peu mal aimé, mal regardé, ça peut venir se loger au plus profond de soi et qu'il y a une manière de s'automasser, de se masser à l'intérieur de soi. Alors avec ou sans objet, on n'est pas obligé de prendre que des godes pour se donner des orgasmes en 3 secondes. On peut aussi s'automasser comme on masserait la plante de ses pieds, en fait, hein. Mais déjà, rien que d'en parler, et je vois déjà des gens qui font ouh, 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 elle parle de son vagin, qu'elle peut le masser, ou je sais pas quoi. Mais ouais, quoi, c'est l'endroit où il y a le plus de nerfs, c'est l'endroit où on est le plus ancré à la vie. Et on a tellement honte, les femmes, de cet endroit où on a peur de l'odeur, on a peur que ce soit dans le noir, ça se voit pas. Du coup, c'est caché dans notre tête, c'est caché dans nos sensations. Et en fait, le fait que ce soit caché, bah, c'est toute une partie de nous qui est cachée. Et avec Noémie, avec cette retraite, j'ai réappris à intégrer cette partie-là de mon corps, qui est une partie cachée à laquelle je pense pas forcément, mais qui est une partie de plaisir, c'est le cas de le dire. Euh, j'ai appris à la réintégrer à ma vie de tous les jours. Et je crois que c'est super important quand on est une femme, bah, de pas se cacher. C'est vrai qu'on a tendance à se maquiller beaucoup. Moi, j'ai rien contre le fait de se maquiller. Si ça maquille pas une authenticité, si c'est juste pour, au contraire, vouloir mettre en valeur quelque chose. Euh, et cette partie-là de nous, quand on est vraiment en phase avec cette partie-là, intime, intérieure, cachée, secrète, pleine de plaisir, pleine d'audace aussi, pleine d'envie, je pense que ça redonne un goût à la vie qui est différent.
c'est pas quelque chose qui est mental, c'est pas quelque chose... Moi, je pourrais donner comme conseil, tu arrives au restaurant, tu te mets en face de quelqu'un, tu t'assois. Ben, un homme, quand il s'assoit, il va sentir où il est assis, sur quelle partie, et ses testicules, son sexe, il sait si ça va à droite, à gauche dans son jean, s'il est trop serré, pas serré. Nous, on voit pas. Et, euh, et en fait, si tu t'assois en face de quelqu'un, connecte-toi à ton vagin, meuf. Et rien que ça, tu es déjà en secret avec toi et tu demandes presque, enfin ça se fait automatiquement, tout à coup, tu as toute ta force qui arrive. Et du coup, tu rentres en connexion avec l'autre d'une autre manière. Et moi, je trouve ça formidable. Voilà. Donc, même si vous n'êtes pas à l'âge de la retraite, je vous incite à faire des retraites. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir écouté le Lisa Azuelos podcast. Et si vous avez envie de me soutenir ou que vous aimez mes podcasts, n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Vous pouvez aussi vous abonner et ou en parler autour de vous. À bientôt. Merci beaucoup.